Ce sont essentiellement les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et une grande partie de ce que nous savons sur les Gaulois nous vient des textes de Jules César, qui conquit les Gaules au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est donc imposé l'idée, à la suite des écrits du proconsul romain devenu empereur, de Gaulois barbares, hordes de moustachus à demi nus, mal organisés, violents, se cachant dans des huttes au milieu de la forêt en attendant de fondre sur les patrouilles romaines. Si cette idée a perduré à travers les siècles, s'il nous est encore si difficile de savoir comment vivaient les Gaulois, quelles étaient leurs croyances, leur culture, leur vision du monde, c'est que jusqu'à présent, peu de choses ont émergé du passé, à commencer bien évidemment par leur lieu de vie. Longtemps, on s'est concentré sur les habitats un peu prestigieux, aristocratiques, ce qu'on qualifierait aujourd'hui de petits châteaux, de petits manoirs, qui étaient souvent des lieux fortifiés sur un point haut avec un rempart. Et l'habitat de Monsieur Tout-le-Monde, l'habitat du villageois, l'habitat de l'artisan avait été négligé. Ce qui constituait le quotidien de ces populations-là n'intéressait pas vraiment les archéologues. On s'intéressait au grand commerce, aux monuments évidemment, mais les constructions les plus banales ne retenaient pas l'attention des archéologues. Et progressivement, à partir des années 60, avec l'école des annales, le renouveau des sciences sociales, on s'est plus intéressé à la population quotidienne, qui était largement ignorée. Les textes antiques nous parlent de chefs gaulois, nous parlent de guerriers, de militaires, quelquefois d'artisans, mais rarement du villageois. Et donc la pression historique que l'on a mise sur l'archéologie, ça a été de dire faites-nous comprendre comment on vivait au quotidien, dans les villages, dans les maisons, et faites-nous sortir du syndrome de la hutte gauloise. Il faut attendre les années 70 avec la mise en place d'équipes structurées qui ont été largement influencées par l'ethnologie pour que l'on s'intéresse vraiment à l'architecture même de ces habitations. Ce n'est que plus tard, à la fin des années 70, évidemment sous l'influence des architectes qui, sous le courant écologique, ont revalorisé ce type d'architecture. Et donc nous avons tous eu à ce moment-là entre les mains un ouvrage qui s'appelle « Construire en terre », édité par le Cratère, qui était très pédagogique et qui nous a permis de nous initier à ce type de construction et à reconnaître quelles étaient les qualités de terre adaptées à ce genre de construction. Jusque dans les années 70, on avait une image d'une architecture en pierre, voire en pierre sèche, qui n'est pas complètement erronée, puisqu'on a des secteurs du Midi, en particulier dans la région limoise, dans les bordures des Cévennes, là où on a une architecture en pierre sèche. Ici, on est dans un secteur où on a à la fois des roches, puisqu'on a des collines calcaires, mais on a des zones alluvionnaires, des zones fertiles, des zones marécageuses, et on utilise cette terre crue comme élément modulaire, facilitateur de construction. Et ça, c'est grâce à certaines fouilles, avec des circonstances particulières, destruction, enfouissement rapide, submersion. Comment être sûr qu'il y a plus de 2000 ans, des populations construisaient en terre ou en bois des matériaux qui disparaissent au bout de quelques siècles? Première étape difficile pour savoir en quoi étaient bâties les habitations gauloises, détecter ces traces de construction dans le sous-sol. Dans le cas de sites connus, urbanisés, et où la pierre a été majoritairement utilisée, les preuves livrées par l'archéologie sont assez évidentes. Mais de nombreux vestiges d'habitations en terre et bois, bien plus difficiles à repérer, demeurent encore cachés sous nos pieds. Le plus vérifiable, c'est la trace des poteaux qui sont révélés généralement par l'archéologie aérienne. Donc ça, c'est du sûr. Là, on a une implantation qui évoque la maison. Et puis, dans des conditions particulières, certains assemblages ont été retrouvés, mais la trace et l'emplacement des poteaux, finalement, peuvent servir, même si c'est très prétentieux, à définir la future ossature. La plupart du temps, ce sont les négatifs des poteaux porteurs qui nous livrent les plans de ces bâtiments, à partir desquels on peut redonner du volume et essayer d'avoir une idée des activités qui étaient pratiquées à l'intérieur.